Madame la Présidente, Monsieur le Président de la Tribune, cher Jean-Christophe, Francky, Nathalie, je salue tous les présents, vous êtes très nombreux et ça fait très plaisir de voir que cet effort, effectivement, est les fruits d'une dynamique dont Madame la Présidente ça en fait part. Pour ce qui me concerne, je suis très heureux, je suis très fier d'être dans ces territoires. Je remercie mon guide Francky Trichet qui m'a su montrer et qui m'a ouvert beaucoup de portes pour que je puisse, comme je l'ai fait d'habitude dans beaucoup de villes dans le monde entier, sentir la ville. Je parle avant tout de sentir les pouls de la ville, s'immerger dans la ville, et comprendre la ville dans ses méandres. Et je suis très heureux donc de faire ce travail à Nantes, qu'on a encore poursuivi tôt ce matin, puisqu'on était encore tôt en train d'arpenter la ville. Et c'est ma passion d'arpenter les villes dans le monde entier, avec un regard effectivement de scientifiques, de chercheurs, d'entrepreneurs, et également donc de penseurs des problématiques urbaines, pour se projeter et apporter des visions, des perspectives, et également guider vers des solutions qui puissent se mettre en place pour une seule chose qui nous intéresse à tous, mieux vivre ensemble dans les tissus urbains. Je vais donc dérouler un petit peu ma pensée stratégique sur ce que représente pour moi les défis, ce que j'appelle dans la continuité de ce qui a été dit par Madame la Présidente, non pas les Smart Cities en tant que telles froides, technocratiques, qui isolent les uns et les autres avec une hyperconnectivité parfois à l'encontre de la seule chose qui compte dans une ville, qui est tisser du lien social, mieux vivre ensemble, avoir de la qualité de vie au rendez-vous. C'est tout ce qui aujourd'hui nous intéresse à ceux qui travaillons dans la ville tous les jours et qui nous émergeons à elle. Donc, je souhaitais parler des challenges de ce que j'appelle au niveau international les Smart Cities humaines, et que en français, je décline sous le nom de Vivre dans ces villes vivantes, qui est le nom du forum international que j'ai créé déjà maintenant il y a 4 ans, et que l'initiative française aujourd'hui rayonne dans le monde entier, demandée modestement dans le monde entier, justement parce que nous parlons de la ville vivante, nous parlons de ce qui maille un territoire, c'est-à-dire la vie au quotidien des hommes et des femmes. Donc, si ça veut bien démarrer, je crois que voilà. Donc, je souhaitais m'imprégner, comme je l'ai fait d'habitude, mes présentations, quel que soit l'endroit au monde où je suis, elle est toujours enracinée dans les territoires, et je refuse d'aller dans les conférences, et je n'ai pas senti le territoire auparavant. Donc c'est ce que j'ai fait à Nantes, je rentre d'Abidjan, et avant j'étais en Amérique latine, et demain ça sert ailleurs. Il y a toujours ce préalable de sentir la ville, de la comprendre, au moins de s'immerger. Donc comment on n'est pas parlé de la ville de Nantes sans l'esprit de Jules Verne, sans les machines extraordinaires, qui n'est pas que de la littérature, qui n'est pas de la science-fiction, qui n'est pas uniquement du fantastique. C'est ça, en fait, qui concerne la réalité de la ville de tous les jours. Je viens d'un continent où j'ai suivi l'Amérique latine, où il y a un genre de littérature qui a été inventé là-bas, qui s'appelle le réalisme fantastique, justement, parce que ça s'imprègne dans la vie quotidienne de la souffrance des hommes et des femmes de tous les jours, et on transcende cette réalité par également un imaginaire, et ce qu'on appelait tout à l'heure avec François de la Rosière qui doit être là, les patrimoines imaginaires des villes qui constituent également un élément important de lien social. Donc comment on n'est pas effectivement parler de ce que ça représente comme identité patrimoniale d'une ville pour elle-même et sa présence au niveau international. Les logmas, où nous savons donc ce que ça représente, notamment donc, dans les rayonnements vers l'Orient, donc vers un grand pays continent comme la Chine et tout ce qui comporte aussi avec. Et également, si ça veut bien marcher, pardon. Également, donc, ce que ça représente, ce que j'ai beaucoup aimé dans l'expression de Francky Trichet, donc la friction créative. Et je pense que quand cette baseline a été conçue, quand on a parlé de la Smart City à la nantaise, une expérience créative, elle enferme en fait la réalité de ce que nous appelons les intelligences ou l'intelligence. J'ai rejoint Madame la maire, puisque je parle d'intelligence urbaine, sociale et technologique, comme les socles réels de ce qui est rendre l'intelligence aux citoyens dans une ville, parce que la ville, elle n'est pas intelligente. Ceux qui sont intelligents, c'est les citoyens, ceux qui vivent, ceux qui habitent, ceux qui partagent tous les jours un territoire. Je l'ai dit sur la scène internationale que je n'y crois pas dans les QI des villes intelligentes. Je refuse de participer au classement des villes. Les QI, est-ce que la ville de ci ou de là est plus intelligente? Alors on était à la 10e place, maintenant on est passé à la 12e place. Je trouve que ça fait
peut-être du marketing technologique, mais ça ne reflète pas la réalité de la vie de tous les jours, qui est des territoires complexes, des territoires vulnérables, des territoires dans lesquels les hommes et les femmes partagent une vie de tous les jours, soumis à des contextes qui, eux, sont très différents. Mais au fond, la vraie intelligence est la créativité humaine. Et comme le disait la revue Science américaine, donc il y a quelques mois dans un numéro spécial, et ça nous met en garde par rapport au concept de QI de ville intelligente, même quand on est très intelligent, ça ne s'accepte pas d'être stupide. Donc, la vraie réalité de l'intelligence humaine, c'est la créativité. C'est pour ça que quand, avec Francky, on a parcouru la ville, j'ai effectivement plongé dans cette créativité qui s'exprime, donc au travers l'opéra et tout ce que ça représente en termes culturels, ce que ça représente les rues anciennes, encore arborées, avec une expression urbaine un peu atypique et intéressante, une boulangerie traditionnelle qui est toujours là et qui va être reprise dans une démarche familiale, si mes souvenirs sont bons, Francky. Le compostage dans des zones HLM avec le compostage collaboratif, les skatodromes issus donc d'une de vos expériences qui est aujourd'hui sur les toits d'une ville. En fait, tout ce qui est la partie, et encore j'en passe, l'agriculture urbaine, même les poulaillers collaboratifs, la Pôle Palace, pour ceux qui ont fait, comme moi, le voyage de Nantes, et que nous avons donc su apprécier. Parce qu'en réalité, c'est ça l'invitation de Smart City à la nantaise. Cette créativité est un voyage, parce que je l'ai dit également quand on parle de Smart City humaine, la Smart City humaine, en réalité, ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas un but, c'est un voyage. Et c'est un voyage de tous les jours. C'est pas un voyage qu'on prend les matins pour faire des photos à la presse et passer à la télé en disant eh ben dans ma ville maintenant on est capable de compter plus ou moins des voitures, on est capable de compter plus ou moins des capteurs. Non, c'est les voyages effectivement de la vie et des hommes et des femmes qui sont dans ces territoires. C'est donc des lieux qui changent en fonction de l'heure de la journée. Les lieux que nous avons visités ce matin avec Francky, dans lesquels on ira ce soir, donc avec les chapelles et les libraires magiques, avec les mappings conçus en musique par Vinci, c'est ces lieux-là dans lesquels nous étions ce matin et dans lesquels on voyait tout simplement des hommes et des femmes s'hybrider, s'immerger dans les territoires avec cette espèce donc, de Murardo qui est aussi un lieu de vie. Francky disait ce matin, créer des lieux pour créer des liens, pour fabriquer du commun. C'est exactement ça. Notre démarche, notre voyage, quand on parle de ces villes-là, créer des liens et créer des lieux. On avait vu ce matin des handicapés qui se prenaient en photo, qui marchaient sur l'eau, ce qui a été donné à certains par des histoires millénaires bibliques. Eh bien, nous les avons même roulés sur l'eau. Des gens qui dansaient, comme on le voit là-bas, les tramways en toile de fond, devant les patrimoines historiques qui est les châteaux d'Anne de Bretagne, qu'on verra ce soir. C'est ça ce que j'appelle donc l'hybridation dans ces temps modernes, c'est-à-dire de la capacité de faire converger le social, l'urbain et le technologique pour offrir donc une vision qui nous permet de comprendre la complexité de la ville en dehors de son côté difficile qui nous amène donc quand les grandes métropoles se développent d'une manière désordonnée et incontrôlée. Cette photo, je l'ai prise il n'y a pas longtemps à Hyderabad, en Inde, au 6e ville, où j'ai fait l'opening session de la conférence mondiale de l'association des grandes métropoles, Métropolis. Et je disais qu'avec uniquement slide, je peux faire une conférence entière, parce qu'elle représente la problématique de nos grandes villes aujourd'hui dans le monde. L'obésité est un sérieux désordre métabolique, et pour les traiter, il faut les ménager avec une approche intégrative. Voilà. Dans un bouchon qui a duré 3 quarts d'heure, avec tous les moyens de transport, pirates, légal et illégal, que vous pouvez imaginer, avec des pubs pour la nouvelle révolution de la santé, la photo du gouverneur du Telangana qui était en campagne électorale, et tous les links Facebook qui apparaissent à droite et à gauche. Voilà. En réalité, c'est ça. Nous vivons dans des villes qui souffrent des sérieux désordres métaboliques. Je l'ai dit depuis, ça va faire 15 ans, la ville est un système complexe. C'est un système vivant. C'est un organisme vivant. Il répond comme tout organisme vivant, à des problématiques qui sont ses besoins, les nécessités primaires, secondaires et tertiaires de ceux qui habitent, mais il répond aussi aux problématiques qui sont celles de l'aléa, l'imprévisible. C'est qu'on n'a jamais imaginé et néanmoins ça arrive. Voilà. Donc on ne peut pas planifier, on ne peut pas avoir une approche déterministe analytique, on ne peut pas prédire, on ne peut pas modéliser. Et moi, je m'insurge au travers le monde entier quand on me dit quel est le modèle de la ville, quel est le modèle de la ville intelligente, comment on construit un modèle. Et je dis, une ville, elle n'existe pas que s'il n'est pas incarné dans un territoire,
dans un contexte. Et le contexte, il est social, économique, politique, géographique, culturel, religieux. Ce qui se passe à Nantes est différent de ce qui se passe à Toulouse, ce qui se passe à Bogota, à Medellín, à Yokohama, à Abidjan, d'où je viens. Il y a des contextes qui sont propres. C'est pour ça qu'il n'y a pas des recettes magiques. C'est pour ça qu'il n'y a pas des formules. Et donc, moi, je m'ébats, non pas pour avoir un modèle de ville intelligente. Je m'ébats dans le monde entier pour avoir des villes exemplaires. C'est complètement différent. Et quand l'exemplarité arrive, quand on est capable de dérouler des actions où on puisse comprendre les défis qui sont les nôtres dans les villes, alors on peut dérouler avec des révisions stratégiques et des actions décidées une démarche pour aller dans le sens du bien commun. Je rentre d'Abidjan, j'ai pris cette photo avant-hier dans la rue et j'ai trouvé que dans ces temps modernes, donc ce qu'on appelle l'hybridation est finalement reflété donc par cette démarche-là. On parlait d'Orange, donc une société française dont 11% de son chiffre d'affaires aujourd'hui est fait en Afrique, parce qu'ils ont compris que le temps moderne aujourd'hui, c'est la vie des gens de tous les jours, ce qu'on appelle l'hyper-proximité, les réseaux sociaux dans lesquels les gens se sentent incarnés, parce que ça permet à vivre chaque jour. Et donc cette publicité dans la vie de tous les jours, c'est tout simplement l'utilisation des réseaux sociaux, non seulement pour transférer de l'argent, mais également pour transférer des colis, des choses de la vie de tous les jours, qui est utilisé au travers des téléphones, dans un pays, dans un continent très peu bancarisé, dans lequel les gens n'ont pas de compte bancaire, donc il n'y a pas cette tradition. Et c'est les numéros du téléphone qui est devenu aujourd'hui la bancarisation de tous les jours, et c'est le numéro de téléphone qui fait à faire des transferts. Et pas uniquement d'argent, mais pour acheter donc, un kit scolaire que j'envoie à ma nièce. Je suis à Abidjan et elle est à Bouaké, et donc en quelques heures, quelques minutes, les kits scolaires arrivent, utilisant le téléphone. Voilà. Donc c'est ce que j'appelle aujourd'hui mettre de la technologie au service des usages, au service des services, au service de ce que nous avons chacun besoin donc de vivre. Dans un siècle dans lequel, au travers de la technologie, nous arrivons à pouvoir concevoir également dans nos relations de tous les jours d'autres modèles. Nous rentrons dans l'économie collaborative. Je dirais en quelque sorte que je préfère parler de la ville collaborative, de la sharing city, plus que la ville intelligente en l'absolu. Et la ville collaborative, c'est la ville du partage, c'est la ville des dons et du recevoir. C'est la ville dans laquelle on innove dans les modèles économiques, dans lesquels les publics et les privés sont capables de participer aussi. Et j'ai dit qu'en fait, il ne s'agit pas de réinventer aujourd'hui, mais de s'inspirer également avec les disruptions que nous avons de technologie par rapport à des pratiques qui ont pu exister. Cette photo, je l'ai prise donc en Mongolie, tout simplement parce que quand on rencontre quelqu'un et quand on se promène qui a une yourte et qui commence à la planter, la tradition c'est qu'on s'arrête et on monte les yourtes ensemble. S'il y en a un, il y en a deux, il y en a trois, il y en a quatre, il y en a cinq. J'ai traversé donc la route quand on a croisé effectivement des gens qui montaient les yourtes. Je suis resté 15 jours, j'ai pensé 15 jours magnifiques de ma vie, parce que non seulement on a monté cette yourte-là, mais on a monté 5 autres yourtes. Après, on est allé faire des chevaux. Après, on a passé 15 jours. Je ne sais même plus à la fin dans quel sens j'allais, nord, sud, est, ouest. Mais tout simplement, c'était la vie qu'on partageait avec les gens tous les jours. Et la technologie que nous avions tous, elle était au service, effectivement, du lien commun, des liens sociaux qui s'est créé et qui est resté des liens humains et affectifs qui sont relativement inoubliables. Et moi, je disais que retournant dans ces mêmes lieux aujourd'hui, quand on n'est pas capable de s'enraciner dans son histoire, dans son passé, et de se projeter dans le futur, quand on a ce qu'on appelle les miroirs flous, c'est-à-dire quand on renie ses propres cultures, ses traditions, pour embrasser des modèles de vie qui ne sont pas les nôtres, sur lesquels on a des espèces de miroirs, des modes de vie un peu en dehors de nos propres capacités, à la place des yourtes, 15 ans après, voilà, on a des taudis qui se sont implantés, tout simplement, et dans lesquels la qualité de vie n'est pas au rendez-vous. C'est pour ça que je dis que cette innovation, c'est l'exemple de Medellín qui est là. La place où j'ai pris cette photo il y a 2 ans, c'était la place où il y avait le plus de morts au monde. Tous les matins, il y avait des charrettes de morts qui étaient sorties, parce que c'était le cartel de Medellín, bien connu, qui tenait la ville. Aujourd'hui, c'est une des villes les plus innovantes au monde, en termes d'innovation sociale, urbaine, technologique. Je viens de la conférence mondiale Cities for Life qui a eu lieu dans cette ville-là, 120 villes du monde entier qui étaient présentes. Et là, ce qu'on voit, c'est nos téléphériques qui nous permettent d'aller faire du ski, pour moi, français, qui sont aujourd'hui, non pas
Un moyen des transports, ce sont des lieux de vie. Il y a des correspondances partout, dans des lieux magnifiques. Chaque correspondance est un lieu de vie, est un lieu de création, avec des incubateurs, des lieux pour les femmes, etc. Je n'ai pas le temps de développer ça. Des enfants, des écoles, des collèges, des zones arborées, etc. Voilà. Donc j'ai dit, quand on parle de l'intelligence urbaine, sociale et technologique, j'ai dit oui, c'est possible. Quand il y a une volonté pour se projeter au-delà d'une mandature. Ça a été 20 ans de travail pour en arriver là. 4 maires différents, avec des couleurs politiques qui n'étaient pas forcément toujours les mêmes. Mais les projets en lui-même, structurants, ils restaient les mêmes à des nuances près. Et aujourd'hui, effectivement, c'est une ville, il y en a d'autres, qui peuvent donc s'étarguer d'avoir mis donc, Cities for Life, donc la ville pour la vie, la qualité de vie au centre. Et je dis qu'on soit métropolitain, qu'on soit urbain, qu'on soit même dans des petites villes, donc l'humain, la qualité de vie, c'est vraiment l'essentiel. Dans un monde qui change, dans un monde dans lequel aujourd'hui, malheureusement, l'activité humaine joue contre l'espèce humaine en elle-même, dans lequel on a dépassé la barrière des 400 ppm depuis mai 2013, mettant pour la première fois même en danger l'humanité par rapport à sa survie. Et donc aujourd'hui, avec des enjeux majeurs en termes de protection par rapport au climat, des ressources fossiles, etc., qui font l'objet des grandes négociations par rapport à la COP21, etc. Mais les villes aujourd'hui ont besoin effectivement de se manifester, de s'exprimer sur le concert mondial. On ne peut pas laisser aux États simplement des négociations. Les villes montent dans les créneaux dans le monde entier, parce qu'aujourd'hui nous vivons, comme on dit Saskia Sassen, dans ces mondes globalisés, des villes-mondes, des villes globales. Parfois il est plus intéressant d'être maire d'une grande ville que ministre donc, d'un État, compte tenu donc, du poids socio-économique, socio-culturel, socio-territorial qu'il y a à la chaîne d'une ville. Et j'ai dit aussi aux maires dans le monde entier, alerte, la ville est vivante, mais la ville meurt. Parce qu'une ville meurt quand on ne peut plus respirer. Du nord au sud, de l'est à l'ouest de la planète, donc la pollution, effectivement, nous menace tous. Mais également, nous vivons dans un monde extrêmement urbanisé, et nous vivons donc aujourd'hui, par exemple, il y a plus de gens dans ces cercles nazis que dans le reste du monde, donc nous devons être suffisamment ouverts pour comprendre donc, à l'échelle de nos territoires ce qui se passe, mais pour tisser des liens très forts avec d'autres villes dans le monde et pour créer une démarche d'internationalisation. Je salue cette démarche qui a été évoquée tout à l'heure par Mme la Présidente. Je l'avais dit quand je suis venu ici. Je pense qu'il est absolument indispensable que les villes s'internationalisent, qu'elles créent des liens, qu'elles créent des réseaux, qu'elles créent de la masse critique face aux États et en dehors des États. Benjamin Barbier, donc, un politologue américain, a écrit un bouquin qui a eu beaucoup de succès, qui s'appelle « Et si les maires gouvernaient le monde ?» Je m'inscris dans cette ligne des pensées. Je pense que les maires ont un rôle à jouer extrêmement important. À l'horizon, donc en 2030, 60% du PIB s'est porté donc, par 750 grandes villes au monde. 44% donc aujourd'hui, c'est 140 villes donc, européennes. Mais quoi qu'il arrive, les villes resteront le cœur donc, de notre action citoyenne, territoriale et économique également. Les villes, je l'ai dit, ce n'est pas un terrain de jeu pour faire des logiciels. Les villes, ce n'est pas un espace pour tester nos meilleurs algorithmes. J'ai dit, oublions ça. La ville est avant tout un lieu de vie, un lieu de partage. Et tout ce qu'on peut faire dans la ville, c'est pour qu'on partage mieux la ville, pour qu'on vive mieux la ville, et développer, faire passer l'intelligence émotionnelle qui permet de lier l'habitant avec son territoire. Mais j'ai dit aussi aux maires, n'oublions pas que nos villes sont extrêmement fragiles, extrêmement vulnérables. Pas grand-chose suffit pour dérégler une ville. Et une ville aussi, elle contient son histoire, elle contient son passé. Elle est issue aussi d'une histoire dans laquelle beaucoup, parfois, des erreurs ont été commises et qui sont un héritage. Comment, quand on est à Durban, à Cape Town, en Afrique du Sud, une autoroute construite en plein milieu de la ville, il a été stoppé, aujourd'hui elle sert à tourner tous les films des policiers et des voyous. En général, les voyous se trouvent coincés là. Voilà. Donc, c'est une RSI qui a été menée pendant quasiment 10 ans donc, à Cape Town, que j'ai visité il n'y a pas longtemps. Donc, je pense que l'intelligence émotionnelle dans nos villes est un élément majeur. C'est un élément majeur parce qu'il permet de déclencher cette notion d'identité entre les territoires et son citoyen. La ville de Rio de Janeiro, comment on peut l'imaginer sans son carnaval? Mais ça représente 4 millions de personnes qui, pendant 72 heures, partagent une bande de territoire de 2 km de large par 5 km de long. Imaginons tout ce qui s'implique en termes de logistique, des chaînes systémiques, etc. On peut dérouler ça dans le monde entier. À droite,
c'est la ville de Hong Kong. C'est également 3 millions de personnes, mais qui sont sorties avec l'horizon des parapluies, demander de la démocratie. Parce que c'est ça aussi, la vie dans la ville. C'est les villes dans lesquelles il n'y a pas de démocratie. C'est les villes dans lesquelles il y a des démarches autoritaires. C'est des villes dans lesquelles il n'y a pas la respiration donc, qui s'impose tous les jours. Sans démocratie, sans participation, il ne peut pas y avoir non plus des villes intelligentes. C'est les villes dans lesquelles les plaisirs doivent être également en correspondance avec la manière comme l'histoire a façonné. Comment imaginer donc aujourd'hui des villes en Chine côtière où les gens veulent rassembler tout simplement à la Côte d'Azur parce qu'ils sont dans l'imaginaire, la réussite sociale passe pour aller en vacances à la plage, pour avoir une voiture et pour bronzer. Pour des gens qui n'ont aucune tradition et lien avec l'eau, qui ont horreur de bronzer, qui ne savent pas nager. Ça donne effectivement des photos comme celle-ci, où il y a quand même 20 000 personnes, tous avec des bouées, voilà, en voulant prendre des vacances, pour dire « j'étais à la plage ». Puisque c'est l'image qui a été façonnée en Occident de dire l'été, qu'est-ce que tu as fait? Ah, j'étais à la plage. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai mes bas, pour soulever tous ces aspects-là. Les tensions sociales qui sont très fortes également dans nos villes. Les problèmes de mobilité. À gauche, Lagos, on était il n'y a pas longtemps. C'est une problématique essentiellement, à gauche, ce n'est pas des bouchons. Ils s'appellent ça un ghost road. Quand on regarde de manière extrêmement précise cette photo, c'est des lieux de vie. Il y a des business. Il y a énormément de choses qui se passent. Les Lagos, capitale du Nigeria, 5e puissance démographique du monde à l'horizon, une des premières capitales mondiales, donc à peu près d'1 million d'habitants. C'est là, et Orange le sait très bien, où il y a les plus aujourd'hui, ce qu'on appelle les Silicon Lagos, d'élever des fonds en tout ce qui est e-commerce et device. Les gens ont 2, 3, 4 téléphones. Ça fait longtemps qu'ils payent tout par les téléphones. Parce qu'effectivement, il y a tous ces problèmes de mobilité. Donc ça, ce n'est pas un bouchon. À droite, c'est un bouchon. En Chine, lié au fait que un statut social, c'est avoir une voiture et aller à la plage. Donc ce bouchon, 14 août 2010, c'est un bouchon qui a duré 15 jours. Voilà. Donc là, ce n'est pas un lieu de vie, là, c'est un gros bug. Voilà. En tout cas, pour les gens qui étaient là. Voilà. C'est ça où il y a une question culturelle. C'est ça où il y a une démarche. Donc à gauche, c'est un lieu de vie. À droite, c'est les gens qui sont restés 15 jours. C'est l'autoroute qui va de Pékin jusqu'à Ulaanbaatar. Et donc, il y a trop de voitures par rapport à ce qui a été construit comme infrastructure. Elles ne sont pas élastiques. Et aujourd'hui, avoir une voiture, un 4x4, etc., c'est un statut social. Et du coup, voilà, on va se promener et on reste coincé 15 jours. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit que tout ça, c'est la vie des territoires. C'est les blackouts que vous connaissez bien donc, dans l'Ouest, en tout cas en Bretagne en particulier. Ce n'est pas seulement donc, l'Inde. L'équivalent de l'Europe, 630 millions d'habitants sont restés coupés d'électricité. Donc l'été, pendant une semaine, par l'excès d'utilisation des devices liés à la haute consommation par les pouvoirs d'achat dans la région du nord des Landes, qui est des plus modernes. Voilà, une semaine, 630 millions d'habitants. Voilà, on peut dérouler comme ça les aléas, Fukushima, Chicago, quand on est resté coincé par l'Atlas. Qui a souffert? J'ai eu connaissance de l'étude qui a été faite. Quand Chicago est resté, c'est récent, c'était à peine il y a quelques mois. C'est les classes travailleuses qui, eux, sont payées à l'heure et qui ne pouvaient pas se déplacer parce qu'eux, ils n'avaient pas accès au télétravail. Il fallait qu'ils aillent bouger les poubelles. Il fallait qu'ils aillent couper le thon des sushis. Il faut qu'il y aille faire les nachos et les tacos pour les cadres à midi qui bouffent ça. Donc, ils n'ont pas été payés. Combien ça a duré? 10 jours. Combien de personnes ont été délogées ensuite parce qu'ils n'ont pas pu payer leur loyer, etc., etc. La chaîne systémique, elle est importante. Donc, on pense qu'on a une connectivité partout, mais il n'y a pas une connectivité partout. 40% des gens sur la planète n'ont pas encore de connectivité également, il faut se le dire. Il y a encore énormément de lieux dans lesquels on manque de ressources. J'étais en Amérique latine au Forum mondial urbain, quand il y a eu cet incendie à Valparaiso, qui a représenté un signe des villes les plus huppées de la côte chilienne. 150 000 personnes qui ont été évacuées, parce que ça, ce n'est pas un coucher de soleil, c'est un incendie. Et il a pris dans la zone boisée, dans la zone des forêts, où il y a tous les habitats de fortune. Voilà. Donc, je ne veux pas être plus long, mais tout simplement pour dire que toute cette problématique de la ville, donc quelle que soit la nature que nous traversons aujourd'hui, représente des enjeux considérables, et que c'est pour ça qu'on ne peut pas avoir une approche technocratique de la Smart City, on ne peut qu'avoir une approche humaine. Les vrais challenges de la ville de demain, ce sont des challenges sociaux, culturels, économiques, écologiques et des résiliences. Ça, c'est les vrais défis. Et dans cette situation de crise, je dis qu'il y a de la lumière au bout du tunnel quand on est capable effectivement de comprendre que la ville et son territoire représentent une chance
malgré sa fragilité, quand on est capable de susciter l'identité territoriale, quand on est capable de trouver face donc, aux citoyens des points d'attache dans les territoires, quand on est capable de développer sa fierté, et quand on est capable également de faire participer les citoyens dans la feuille de route que la ville s'est construite. Et je pense que la ville vivante, c'est finalement notre capacité à hybrider les citoyens dans son contexte urbain, dans ses infrastructures, dans sa vie de tous les jours, dans ses différents défis, au travers des espaces publics. Et je dis souvent que les espaces publics, c'est le cœur de la transformation urbaine, parce que c'est là où se passe la mixité, c'est là où se passent les brassages. Et quand les espaces publics deviennent des espaces morts, quand il n'y a pas une qualité de vie dans l'espace public, c'est le début de la fin, ou c'est quasiment la fin de la fin, parce que la ville, elle perd sa mémoire, elle perd son identité, elle perd sa raison d'être. Et donc moi, j'ai dit qu'aujourd'hui, l'hybridation des espaces publics est le meilleur vecteur que nous avons aujourd'hui pour créer une dynamique territoriale avec les citoyens pour la garder. Les espaces publics, donc, ça, des photos prises à Hanoï, qui ont été complètement perdus par la myriade des mobylettes et des roues qui aujourd'hui ont chassé les gens qui, tout simplement, à partir des 17h, sortaient les petites chaises, jouaient au mahjong, tuaient le canard, faisaient du faux, le partageaient entre eux, etc. Une ville comme Hanoï, qui est une ville absolument donc, vivante, une des plus vivantes de l'Asie, est en train de mourir parce que les espaces publics sont en train d'être saccagés par la mobilité des roues qui aujourd'hui viennent donc empiéter sur l'ensemble de l'espace public. Voilà. Donc, je pense que, tout simplement pour finir, aujourd'hui, nous avons la chance au XXIe siècle, face aux infrastructures urbaines, aux espaces publics, à la gouvernance, à la démocratie, aux citoyens, la capacité d'avoir le numérique qui traverse la ville. Et quand nous pouvons avoir effectivement le numérique au service d'une approche transversale de l'innovation, alors effectivement, nous pouvons complètement transformer nos vies. La transformation de nos vies représente pour moi essentiellement le levier de l'inclusion sociale, les leviers de réinventer les infrastructures et dans lesquels la technologie est un moyen et ce n'est pas une fin en soi. C'est un outil pour que ces challenges effectivement de l'hybridation soient aujourd'hui réussis. Nous parlons toujours des révolutions digitales, des révolutions numériques, mais j'ai dit qu'il n'y a pas que les révolutions numériques. On a d'autres révolutions technologiques en cours, la nanotechnologie, la biotechnologie, la révolution cognitive. C'est pour ça que c'est très important qu'on garde donc, une attache très innovante par rapport à l'ensemble de l'écosystème. Je pense que l'hyperproximité, c'est aujourd'hui la clé au XXIe siècle donc, dans nos villes. Les proximités, c'est ne plus être en situation de faire face à une armée des zombies geeks qui sont dans la ville, des gens qui sont complètement déconnectés malgré l'hyperconnectivité. Et je pense qu'au travers les usages et les services, au travers le design des services, nous avons la capacité effectivement d'affronter les nouveaux paradigmes. Je parle de la vie collaborative, je parle de la vie partagée, je parle des nouveaux modes de déplacement, je parle donc de tout ce qui concerne les plateformes créatives au niveau social et qui amènent une dynamique au sein de la ville. Je pense, comme le dit Saskia Sassen, que jusqu'à maintenant, la technologie a hacké nos vies. Souvent, des grands acteurs mondiaux technologiques ont conditionné la manière comme on appréhendait la ville. Le concept de ville intelligente, il est venu un peu de cette approche technologique pour nous contraindre en quelque sorte à être dans une notion d'hyperconnectivité et d'hyper-vie algorithmique, et qu'en réalité, nous avons parfaitement la capacité aujourd'hui, avec une bonne gouvernance, de la transparence, de la démocratie, de l'inclusion sociale, de la participation citoyenne, à faire le contraire, à que nous soyons donc acteurs d'une ville qui hack la technologie pour le mettre donc au service. Merci.